c'est-à-dire qu'était mise en avant la responsabilité des puissances occidentales dans les circonstances du déclenchement de la guerre, avec d'une part évidemment la référence à Munich, c'est-à-dire à la conférence du lâchage par la France, du lâchage officiel par la France et par l'Angleterre, du pays qui apparaissait comme, qui était présenté comme l'allié principal de la France dans le cadre de ce qu'on appelle les alliances de revers, c'est-à-dire en quelque sorte le renouvellement de l'alliance qui avait caractérisé les prémices de la Première Guerre mondiale, puisque les Français et les Russes, suivis un peu tard par les Anglais, mais enfin suivis par les Anglais, avaient établi une alliance défensive qui avait été absolument décisive sur le cours de la guerre. C'était certes une guerre longue, mais c'était une guerre dont il s'avéra très vite que l'Allemagne serait incapable de la gagner parce que l'Allemagne se trouvait confrontée à précisément cette alliance de revers, c'est-à-dire devait séparer les forces de son armée et les répartir sur deux fronts. Autrement dit, bien entendu, si on parlait de leçon de l'histoire, c'est une leçon de l'histoire essentielle, qui était d'ailleurs tenue pour une leçon de l'histoire, c'est très amusant si j'ose dire, par les apaiseurs eux-mêmes. C'est-à-dire que, moi j'ai montré dans mes travaux, je n'ai pas été la seule, des anglophones l'ont montré aussi, qu'ils se disaient couramment en 1939-1940, et je pense en particulier à un haut fonctionnaire britannique qui avait quand même accompagné l'apaisement, qui avait dit si la France n'a pas été totalement envahie en 1914, c'est évidemment grâce à l'alliance avec les Russes, et toute circonstance de ce genre donnerait les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'il y avait une parfaite conscience, Poutine le dit, c'est incontestable, et Poutine dit même quelque chose de, je dirais, très intéressant, enfin qu'évidemment l'historienne que je suis trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, nous avons l'intention, ou nous avons l'intention d'ouvrir tous les dossiers, et nous demandons la même chose de nos interlocuteurs. Il faut être honnête d'ailleurs, je crois que M. Poutine sous-estime un peu la situation. Nous avons une bonne estimation via les archives soviétiques, elles sont devenues les archives russes, mais qui sont les archives soviétiques du temps. Nous avons une perception via les archives soviétiques qui ont été ouvertes, et il faut le dire honnêtement, qui n'ont pas du tout été ouvertes seulement dans la période post-soviétique, puisque l'Union soviétique est un des premiers pays à avoir pratiquement sur le champ publié toute une série de dossiers sur les années 38-40, comme l'ont fait d'ailleurs assez vite les Britanniques, puisque les Britanniques, dans les British Documents of Foreign Policy, avaient établi, moi ça fait partie des documents que j'ai lus, avaient établi, somme toute, assez honnêtement, ce qu'était la responsabilité des Britanniques, hein, c'est-à-dire le rejet catégorique de cette alliance. Donc le problème que souligne M. Poutine, je dirais que c'est à cet égard un problème partiel. Nous avons à l'Occident, parfois depuis très longtemps, parfois depuis un peu moins longtemps, mais sur les archives extérieures tout de même depuis très longtemps, nous avons la démonstration de ce qu'a été le sabotage de l'alliance de revers, et le sabotage qui, c'est incontestable, ne devait absolument rien aux soviétiques, parce que depuis 1932-1933, les soviétiques, et c'était extrêmement clair, avaient tout fait pour revenir à l'alliance défensive de 1914. Il faut le dire aussi avant même cette date.
moi, j'ai travaillé dans un ouvrage très gros et appuyé sur énormément de sources, qui sont toutes des sources occidentales, puisque je ne suis pas russophone et que quand je traite, moi, de l'URSS, je traite de l'URSS à travers les archives occidentales, et je traite évidemment de la politique occidentale directement à partir des sources occidentales. Eh bien, dans un ouvrage qui s'appelle Le choix de la défaite, et qui porte sur les années 30, mais qui fait un retour en arrière et qui va un petit peu en deçà, et dans un ouvrage qui est antérieur, qui s'appelle le Vatican, l'Europe et le Reich, j'ai montré que l'Union soviétique, à partir des années 20, et notamment d'ailleurs quand elle a obtenu de la part d'Herriot la perspective de reconnaissance, a toujours œuvré, je le montre dans des chapitres du Vatican, l'Europe et le Reich, a toujours œuvré à cette alliance de revers, sachant que les relations qui semblaient les meilleures entre l'Union soviétique et l'Allemagne depuis les années 20, puisque l'Allemagne était seule à avoir reconnu l'Union, la jeune Russie soviétique, qui n'était même pas encore officiellement l'Union soviétique en 1922, n'avait jamais empêché les soviétiques de mesurer à quel point ils étaient menacés par la nouvelle expansion du Reich. Il faut le dire d'ailleurs, parce que c'est très important. Et c'est d'ailleurs une donnée, je pense, de l'analyse de M. Poutine qui manifeste un certain sens national. Ça n'est pas une question, je dirais, de bolchevisme ou d'anti-bolchevisme. C'est-à-dire que l'expansion germanique est quelque chose qui a caractérisé toute l'histoire de l'Europe, et notamment de l'Europe orientale. Le Reich hitlérien, le deuxième Reich, d'abord, le Reich des Guillaume, et la République de Weimar, dont la politique extérieure n'a absolument pas changé, et le Troisième Reich, ont décidé, je dirais, par héritage des projets d'expansion allemands pré-impérialistes, c'est-à-dire des projets d'expansion qui correspondent à la période de l'Empire autrichien puis de l'Empire austro-hongrois. L'Allemagne a accompagné éventuellement l'Autriche dans l'expansion, ou n'a pas pu l'accompagner, et quand l'Autriche s'est affaiblie, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, a ouvertement eu un projet d'expansion à l'Est, d'expansion à l'Ouest, mais aussi d'expansion à l'Est. Donc, bien entendu, à partir du moment où la jeune Russie soviétique a été soviétique, par conséquent bolchevique, et que cette Russie bolchevique a procédé à des réformes extrêmes, des mutations, enfin bref, a été concomitante d'une révolution au sens propre du terme. Bien entendu, l'aspect présenté comme idéologique s'est imposé, elle s'est imposée pour les opinions publiques, elle s'est imposée dans la propagande, mais enfin, tout ça n'avait rien à voir avec les soviets. C'est-à-dire que, comme l'ont montré et les archives et des historiens, notamment des historiens allemands, à la fin du XIXe siècle, on trouve des tas de revues allemandes qui expliquent que l'Ukraine, elle est très mal tenue par les Russes, qu'elle pourrait être bien plus prospère et que la Russie va s'en occuper. Hein, ce sont par exemple des articles de grands organes de presse. Je pense à l'un d'entre eux qui doit être d'un journal de Stuttgart de 1899 qui dit mais voilà, ces villages à l'abandon, ils seraient bien plus prospères sous notre houlette. Donc il faut bien comprendre, d'une certaine manière d'ailleurs, je dirais que Vladimir Poutine reprend
reprend une analyse qui est une analyse nationale, et qui est une analyse qu'ont faite les soviétiques, ma foi, comme d'une certaine manière l'avaient faite les tsars, c'est-à-dire que les tsars, ils ont fini par s'allier à la France républicaine, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, oui, on peut dire que les archives nous livrent tout ce qu'on doit savoir sur les circonstances du sabotage occidental, cette fois-ci, de l'Alliance de Revers, mais il n'y a pas besoin d'ouvrir beaucoup les archives, elles sont ouvertes. Alors, M. Poutine semble confondre, je dirais, l'existence des archives et leur accessibilité avec l'écho qu'en ont les populations, ce qui est totalement différent. C'est-à-dire que l'histoire que je fais, elle montre que les archives existantes dans les pays occidentaux permettent d'établir ce qui a été un fiasco volontaire de l'Alliance tripartite. Je dis bien, un fiasco volontaire, dont j'ai retracé les éléments, puisque j'ai montré que depuis l'été 1932, et je le répète sur la base des seules sources occidentales, depuis l'été 1932, toute une série d'éléments confirmés absolument en 1933, évidemment, avec l'accession des hitlériens au pouvoir, depuis l'été 1932, les Français avaient la preuve, les Anglais de la même manière, que la question ne se posait plus et que Staline, c'est très simple. Les analyses commencent en 1932. À partir de 1933, les attachés militaires, français et anglais, et les ambassadeurs, et moi j'ai travaillé sur les deux sources, disent très clairement, je l'ai montré dans le choix de la défaite, très clairement, il y a une alternative, soit Staline obtiendra cette alliance tripartite, celle qui a été effectivement réalisée dans le conflit à partir de 1914, c'est-à-dire alliance défensive. On attaque un front, je viens à ton secours, et donc le Reich doit se battre sur deux fronts, ce qui s'est passé en 1914, soit Staline et les siens, du souvent Staline évidemment, soit Staline sera contraint de passer avec les Allemands un compromis qui permettra à l'Union soviétique de gagner du temps. Je suis formel, et je suis d'autant plus formel que j'ai fourni à chaque fois les traces archivistiques de cette espèce de leitmotiv des Français et des Anglais. Donc, si M. Poutine a tout à fait raison de dire que l'Union soviétique n'a aucune responsabilité dans l'échec de l'alliance tripartite, d'une certaine manière, il se trompe quand il dit qu'il faut ouvrir les archives, il faut qu'ils ouvrent leurs archives. Elles sont ouvertes. Il n'est pas possible dans le paysage occidental de donner publicité médiatique, publicité télévisuelle, publicité des radios, publicité par la grande presse. Il est impossible d'établir publicité à cette thèse qui est établie depuis très longtemps. Et voilà. Donc, sur ce seul point, c'est-à-dire la responsabilité occidentale, il n'y a aucun doute. Et dans la précédente intervention, comme dans celle-ci, en particulier, Vladimir Poutine a mis l'accent sur deux choses, qui sont évidemment, c'est incontestable, deux choses essentielles. D'une part, le lâchage de la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire que la Russie d'aujourd'hui fait la même analyse, je dirais que c'est à juger par les archives une analyse objective, elle fait la même analyse de Munich que celle qui a été faite sur le champ. Je cite évidemment au milieu d'un monceau, d'un monceau de documents, puisque j'ai consulté les archives diplomatiques, militaires, etc., les françaises, directes.
et les archives publiées, d'un énorme, vraiment, d'un énorme monceau, il ressort que chacun des États occidentaux a fait la même analyse que les soviétiques. Et alors je peux vous dire que dans le cas français, c'en est frappant. Il y a en particulier un document d'un collaborateur de l'état-major que j'ai cité, qui est antérieur à Munich, qui précède Munich d'une quinzaine de jours, qui est un texte absolument saisissant, qui, à la mi-septembre 1938, dit que si la Tchécoslovaquie n'est pas sauvée, le dernier obstacle s'abat sur la voie de l'occupation de la France, et il termine son texte par quelque chose d'extrêmement saisissant en expliquant que si on cède au Reich, si on cède à Hitler, alors la France sera vaincue et son territoire sera occupé et démembré. 38, mi-septembre 1938. Et je citerai un dernier élément qui est tout à fait passionnant, mais entre des centaines d'autres, qui est le... Je vais quitter un moment Munich pour arriver à la dernière phase, moi ce que j'appelle la farce de Moscou, et je ne suis pas seul finalement à présenter les choses comme ça, puisque de très sérieux historiens anglophones ont fait la même présentation que moi. Lors de cette farce de Moscou, c'est-à-dire grosso modo dans le petit bout de la deuxième quinzaine d'août 1939, quand les Français et les Anglais, qui ne sont pas pressés, alors que les troupes allemandes vont se ruer sur la Pologne et tout le monde les voit aux frontières de la Pologne, les Français et les Anglais arrivent, ne voulant pas faire usage de l'avion, alors même que depuis mars 1939, les Soviétiques ont passé leur temps à demander que l'ensemble des États menacés se réunissent et prennent des contre-mesures et réalisent enfin l'alliance défensive requise depuis si longtemps. Donc, à ce moment-là, on est autour du 15 août, ces messieurs prennent un vapeur très lent, ils mettent 5 jours pour arriver à Moscou. Et notre représentant français, puisqu'il y a un représentant... Alors, les Français et les Anglais ont face à eux le sommet de l'armée soviétique, puisque il y a là Voroshilov, notamment, c'est-à-dire ils ont le ministre, ils ont le chef d'état-major, Chapochnikov, enfin ils ont le sommet. Hein. Et qu'est-ce qu'on a envoyé? On a envoyé un brave général qui est commandant militaire de Lille, Doumain, que personne ne connaît, qui s'est baladé à travers les bureaux parisiens sans que personne lui dise ce qu'il aurait à faire, parce que de toute façon, ce qu'il a à faire, c'est surtout à ne pas signer, et il ne peut pas signer parce qu'il n'a pas de pouvoir plénipotentiaire, et puis un amiral aussi obscur, un amiral britannique qui s'appelle Drax, et qui passe son temps à tout sauter pendant les quelques jours effarants qui se déroulent à Moscou, et Doumenc revient avec un dossier. Il y a d'autres documents, hein, mais avec un dossier que moi j'ai consulté aux archives militaires françaises à Vincennes. Ce dossier est absolument accablant sur les Occidentaux. C'est-à-dire que entre Munich, qui est, je dirais, l'avant-dernière étape, de fait, ça n'était pas tout à fait la dernière étape, parce qu'il y avait une dernière étape. Et la dernière étape, c'était évidemment l'alliance tripartite. Eh bien, dans cette dernière étape, on a une véritable mascarade dont un militaire britannique, c'est un Écossais d'ailleurs, fait le commentaire en partant de Moscou,
après avoir serré la main à Voroshilov, lequel est sincèrement désolé, c'est-à-dire après la signature du pacte de non-agression germano-soviétique, mais dont la signature était sûre, je dirais, dès que s'est ouverte la cession de Moscou. Ce militaire écossais dit la chose suivante: « Mais c'est parfait, nous allons pouvoir régler leurs comptes aux ennemis intérieurs. » Or, moi, ce que j'ai montré, évidemment, qui est un aspect que M. Poutine n'analyse pas parce qu'il analyse les choses du seul point de vue russe, mais moi, je suis française, j'ai analysé les choses du point de vue de l'histoire de mon pays aussi. Or, on sait, et je l'ai montré, on sait par des documents, je dirais, pour lesquels, quand Poutine dit ouvrez les dossiers, bah, écoutez, je vais donner un exemple, je l'ai d'ailleurs j'en ai un exemplaire dans ma bibliothèque, Georges Bonnet lui-même, ministre des Affaires étrangères depuis 1938, depuis le printemps 1938, et qui est, je dirais, la quintessence des préparatifs de la trahison, hein, qui est d'ailleurs, lui, théoriquement un républicain, hein, c'est un membre du Parti radical, va voir le 1er juillet 1939, le 1er juillet 1939, il va voir à Paris, bien sûr, l'ambassadeur du Reich, le grand aristocrate von Weizsäcker, qui a déjà reconstitué son domaine silésien du côté tchécoslovaque depuis 1938 et qui va bientôt reconstituer son domaine polonais avec l'invasion de la Pologne, et il lui dit, le 1er juillet 1939, tout ça est très bien, nous allons supprimer les élections qui étaient prévues au printemps 1940, nous allons interdire les réunions politiques c'est celle du Parti communiste français, et nous allons mettre les communistes à la raison. 1er juillet, on comprend bien la remarque pleine de finesse et d'humour du Britannique qui dit, voilà, on va liquider toutes les oppositions intérieures. C'est quelque chose dont ne parle pas M. Poutine, mais c'est un élément de plus qui montre à quel point nous connaissons le détail du sabotage de cette alliance franco-anglo-soviétique. M. Poutine s'est beaucoup acharné contre les Polonais, mais je dirais que les archives montrent qu'on ne s'acharnera jamais assez sur les responsabilités écrasantes de ce qu'on appelle la clique Beck, c'est-à-dire l'ancienne clique Pilsudski, mais Pilsudski étant mort alors depuis quelques années, c'est son héritier, c'est Beck qui incarne ce qui est une abdication nationale de la Pologne, ahurissante, mais à l'égard de laquelle il faut avoir de l'honnêteté. C'est-à-dire que les Occidentaux se sont retranchés derrière la Pologne. Ils ont voulu faire passer la Pologne pour la responsable principale. Écoutez, moi c'est très simple, j'ai montré, archives aidant, prises dans les archives militaires, comment de toute façon la question polonaise n'avait en fait aucune importance. C'est comme ça, c'est incontestable, puisque les plans français, dont les Français n'ont jamais envisagé à l'état-major la moindre réalisation. Mais il existait des plans militaires prévoyant une nouvelle guerre, exactement comme Voroshilov, à partir du 12 août 1939, arrivent devant les Français et les Anglais et disent voilà, on a 3 plans, on a 3 plans d'attaque, on a 3 plans de défense et d'attaque. Quels sont les vôtres? Bon, les Français n'en ont pas, mais ils auraient pu en avoir, ils en avaient. Hein,
ils arrivent, ils disent, nous, on n'a pas de pouvoir plénipotentiaire, on ne peut pas signer. Parce que, si vous voulez, c'est quand même hallucinant. Voilà des choses qu'on connaît depuis les années 30, depuis les années 40. Les archives ont été publiées dans les pays occidentaux, notamment en Angleterre. On a tous les moyens de le savoir. Donc ce n'est pas parce que les archives ne sont pas ouvertes qu'on ne le sait pas. C'est parce que parler de ces archives est quelque chose d'obscène aujourd'hui et d'interdit. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on avait envisagé dans les plans militaires, qu'évidemment on n'était pas en mesure de présenter aux soviétiques en 1939, mais qui avait fait partie des hypothèses, je dirais, des hypothèses de travail qui ne sont pas allées au-delà. Les plans militaires français prévoyaient d'occuper la Pologne. D'occuper la Pologne. Pour vaincre l'Allemagne, on considérait que notre prétendu allié, on allait occuper son territoire. Donc moi, je l'ai montré dans 2 ouvrages, Le choix de la défaite et de Munich à Vichy. Certes, la Pologne est un pays abominable, dont les dirigeants ont livré leur peuple au massacre, en toute connaissance de cause, mais Beck avait des fonds accumulés dans les banques allemandes par centaines de millions, d'après le renseignement militaire français. Ces gens ont littéralement sacrifié leur pays. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire que, tout simplement, les Français et les Anglais se sont retranchés derrière eux, et je donnerai d'ailleurs un seul exemple à cet égard qui amène à revenir à Munich. On avait, à Paris et à Londres, tenu aucun compte de la bonne petite alliée tchécoslovaque, et on aurait tenu compte de ce Lilliput polonais dont l'armée était nulle, considérée comme nulle. J'ai produit à cet égard des textes des années 20 qui attestent, on le sait, qu'il avait fallu tout de même l'armée française pour venir soutenir la Pologne quand elle avait attaqué la jeune Russie soviétique en 1920. Donc, oui, la Pologne est abominable, mais les puissances qui dominaient la Pologne, celles qui étaient théoriquement ses alliés, c'est-à-dire d'une part la France, d'autre part l'Angleterre, étaient absolument maîtresses du jeu, même si, c'est incontestable, même si, depuis les années 30, et en particulier depuis 1933, comme je l'ai montré aussi, la Pologne avait de fait passé une alliance politique avec l'Allemagne, dont le régime lui convenait parfaitement, était tout à fait adapté à sa propre dictature, à sa persécution des Rouges, des Juifs, etc. Les choses m'ont été démontrées depuis vraiment des décennies. En particulier, d'ailleurs, je l'avais souligné dans mon ouvrage sur le Vatican. Le Vatican, c'est très simple. On a l'impression qu'il hait l'Union soviétique parce qu'il hait le communisme. Vous présentez le Vatican est avant tout anticommuniste. Soyons sérieux. Le communisme sert de domesticatum, c'est-à-dire que le communisme, l'anticommunisme, masque des éléments différents. Ces éléments différents, ce sont les intérêts matériels et économiques. La raison fondamentale, pour laquelle d'ailleurs l'Union soviétique était absolument insupportable à l'Occident, elle est très simple, elle est économique. Elle est économique parce que les Russes avaient, avec l'expérience soviétique, eu le toupet de vouloir récupérer des richesses nationales qui avaient été quasi entièrement confisquées depuis les années 1890 et le ministère de Witte, qui avait été littéralement confisqué par les Occidentaux. Car en Russie, depuis les années 1890, toute l'industrie moderne, je mets de côté, en tout cas partiellement, les vieilles industries, les industries alimentaires, en partie les industries textiles,
l'étranger contrôlait toute l'économie moderne. Donc il faut bien comprendre que la haine contre la Russie soviétique, c'est une haine de nature, je dirais, d'abord impérialiste. Il y a un remarquable historien américain qui s'appelle William Appleman Williams et qui est considéré comme le chef de file de ce qu'on appelle les historiens révisionnistes américains, ce qui n'a pas du tout le sens habituel, enfin en France on appelle révisionnistes les négationnistes, ça n'a rien à voir. Il avait montré dans sa thèse sur les relations entre les États-Unis et la Russie depuis la fin du XIXe siècle que pourquoi les États-Unis détestaient la Russie? Parce qu'ils avaient des ambitions en Chine, ils avaient des ambitions en Extrême-Orient, et que l'expansion russe en Chine, en Mandchourie, dans la Chine du Nord, gênait considérablement leur propre expansion. D'ailleurs, je dirais que n'aurait-on pas d'archives historiques, on constaterait que la défaite du communisme en 1989 n'a pas calmé les Occidentaux en matière russe, malgré toutes les belles promesses faites à Gorbatchev. C'est-à-dire que les mêmes questions sont restées au premier plan. Pourquoi est-ce que l'Occident est la Russie? Parce que ça fait un temps immémorial, alors évidemment, ça a été accentué depuis la phase impérialiste, qu'il voudrait lui piller ses richesses, et en particulier l'Ukraine. D'ailleurs, dans mon ouvrage sur l'Europe, sur l'Union européenne, je cite un texte que je cite d'ailleurs, que je cite aussi dans Le choix de la défaite, mais là je l'ai cité plus avant encore, un texte extraordinaire de 1930 d'un homme de droite et même d'extrême droite polonaise, mais de cette fraction de la droite polonaise qui était plus anti-allemande qu'anti-russe. Elle était anti-russe, hein, mais elle était plus anti-allemande. Et cet homme politique fait un texte sur l'Ukraine dans lequel il dit, on se croirait aujourd'hui, que l'Occident veut absolument détacher l'Ukraine de la Russie. On est en 1930, hein, dans ce texte d'Odmowski, 1930. Et il explique que tous les impérialismes étrangers veulent aller à l'assaut, et dit-il, c'est extrêmement intéressant sur le long terme, la Russie ne pourra pas l'accepter parce que la Russie, alors c'est un texte qui date d'avant l'expansion économique de l'Union soviétique dans l'Est, qui a été amorcée dans les années 30 et qui a été considérablement développée pendant la guerre, puisque toute l'Europe était occupée, ravagée, etc. Et une partie, évidemment, de l'économie soviétique s'est modifiée pendant la guerre. Mais l'Ukraine restait essentielle. Et ce qu'il disait, lui, en 1930, c'est que la Russie ne pourrait jamais accepter la perte de son joyau ukrainien, parce que, disait-il, si la Russie perdait l'Ukraine, alors on pourrait considérer qu'elle ne peut pas rester un État producteur et qu'elle doit n'être qu'un État consommateur dépendant des autres. Vous voyez, évidemment, le phénomène était d'autant plus accentué en 1930 que la partie orientale n'existait pas en termes économiques. Mais même l'expansion orientale, même les progrès économiques orientaux n'ont rien changé à ce caractère vital de l'Ukraine, je dirais, pour la santé de la Russie, hein, qu'elle soit soviétique ou pas. La même remarque que j'ai faite de type économique sur la Russie, c'est une remarque qui vaut pour les relations entre le Reich d'une part et les autres États occidentaux d'autre part. Ce qui détermine cette alliance, c'est naturellement, je dirais, la croisade commune contre les soviets, bon. Mais c'est évidemment les intérêts économiques. Et comme je l'ai montré, moi je l'ai montré pour le cas français,
en utilisant un peu le cas britannique et des historiens anglophones, ont fait des analyses approfondies aussi du cas britannique. Qu'est-ce qui fait la faiblesse insigne des Occidentaux à l'égard du Reich? C'est la profondeur de leurs relations économiques avec lui. Et c'est la même chose en ce qui concerne les États-Unis. C'est-à-dire que les deux impérialismes russes, pardon, non parce que l'impérialisme russe n'était pas très fort, mais les deux impérialismes dominants de la fin du 19e, du début du 20e siècle, c'est-à-dire, je laisse de côté le Japon qui en est un aussi, mais d'une part l'Allemagne et d'autre part et surtout les États-Unis, bien sûr ils s'affrontent et ils peuvent se retrouver en situation de conflit, mais aussi ils sont capables de passer alliance, et c'est toute la question de l'analyse du capitalisme, de l'analyse de l'impérialisme, enfin, toutes ces choses d'ailleurs dont M. Poutine ne parle pas, bien entendu, puisqu'il aborde les choses qu'en termes, je dirais, en termes rétrécis tout de même, hein, par rapport à ces enjeux, mais il faut bien comprendre que l'idéologie n'explique pas grand-chose. Si l'idéologie expliquait tant de choses, on ne comprendrait pas pourquoi que la Russie soit communiste ou pas communiste, elle fait l'objet des mêmes convoitises. Alors les Anglais, évidemment, ça je l'ai montré aussi, et ça je suis formel là-dessus, et je crois l'avoir démontré, le thème de la gouvernante anglaise, c'est un bobard. C'est-à-dire que je l'ai montré en particulier, je l'ai montré à beaucoup d'égards, mais je l'ai montré dans deux domaines. Quand la France lâche définitivement, je dis bien définitivement, la Tchécoslovaquie, théoriquement aux Anglais, dans une réunion franco-britannique qui a lieu à Londres les 29 et 30 novembre 1937. Je ne me trompe pas, je dis bien 1937, sachant que dans la période antérieure, et ça fait l'objet de chapitres dans le choix de la défaite, dans la période antérieure, il est devenu très clair que la fameuse alliance de revers française, constituée des petits États successeurs, dont la Tchécoslovaquie, et dont la Tchécoslovaquie formait l'armature. Tous les autres, une armée nulle, bon. Hein, la Tchécoslovaquie, c'était une France au petit pied. Elle était d'ailleurs entièrement équipée par Schneider, qui était le grand marchand de canons français, et qui était le roi de la Tchécoslovaquie, qui avait le contrôle de l'ancienne grande usine d'armement, qui était l'équivalent du groupe autrichien, c'est-à-dire Skoda. Bon. On est donc dans une configuration où ce sont, là encore d'ailleurs, ce sont les enjeux économiques qui l'ont emporté. Pourquoi est-ce que la France a lâché la Tchécoslovaquie? Elle a lâché la Tchécoslovaquie parce que dans la crise, la Tchécoslovaquie est devenue un boulet, et que, alors que les classes dirigeantes françaises, pour des raisons que j'ai évoquées, avec bien d'autres historiens anglophones en ce qui concerne l'Angleterre, parce que le capital financier anglais et britannique trouvait que, pour toute une série de raisons, le réarmement n'était pas avantageux, était bien moins avantageux d'ailleurs que les prêts massifs au Reich pour que lui-même prépare son réarmement, parce que c'est ça qui s'est passé. On est au cœur de l'économie, on n'est pas, là encore, hein, on n'est pas du tout dans l'idéologie. Et par conséquent, c'est sur cette base que se sont nouées ces relations. Écoutez, Skoda ne m'intéresse plus, je vous le vends. Et je signale que Munich, c'est 30 septembre 1938, et que Skoda est vendu à Krupp via la Dresdner Bank
sachant qu'on explique aux Français que ce sont des groupes tchécoslovaques qui ont racheté, est définitivement vendu à Krupp par Schneider en décembre 1938. On est au cœur des intérêts économiques, et quand les Anglais demandent aux Français, les 29 et 30 novembre 1937, de lâcher la Tchécoslovaquie, les Français font semblant de le faire forcer, malheureux, tout ça, hein. Mais quand les Anglais disent, bon bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire aussi, hein, nous on ne peut pas toucher à notre empire, parce que nos colonies sont stratégiques. Mais vous, cédez donc les vôtres. Eh bien je peux vous dire que les deux ministres qui sont représentés là, les deux ministres radicaux qui sont représentés là, ils se battent comme des lions. En l'occurrence, c'est le président du Conseil, Chautemps, qui est pro-hitlérien, comme vraiment on ne peut pas l'être plus, et le ministre des Affaires étrangères, Yvon Delbos, comme des beaux diables, comme des fauves, ils se battent et ils disent, oh ben non, 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 on ne cédera pas, on ne cédera pas nos colonies. Ils veulent bien céder la Tchécoslovaquie, mais ils ne veulent pas céder... voilà. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le... On n'est pas du tout dans l'idéologie. Hein.